Bonjour à tout le monde et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci beaucoup. Moi, je vais vous parler un peu plus dans le détail de la chimie de polyuréthane. Pas trop, quand même, je vais essayer de me limiter à l'essentiel. Donc, au tout départ, si on commence par le début de la création de cette matière, donc on voit que ça a été créé en Allemagne, c'était découvert en Allemagne par un monsieur qui s'appelle Otto Bayer en 1937. Et au tout départ, donc, ce monsieur il découvre la synthèse de groupement uréthane. On trouve qu'un matériau qui peut être utilisé comme adhésif. Après, toujours en Allemagne, on découvre aussi qu'on peut utiliser le polyuréthane sous forme de mousse. Après, les mousses partent aux États-Unis. On formule le polyuréthane sous forme de simili-cuir. Après, on passe aux fibres et après aux matériaux de construction et d'isolation. Donc, il y a effectivement en 1968 à Disney World à Orlando, ils construisent une attraction avec beaucoup de polyuréthane qui n'est pas destinée à durer, mais qui utilise du coup beaucoup de mousse de polyuréthane pour son isolation. Donc déjà dès le départ, vous voyez que c'est un matériau qui se présente sur vraiment différents types de formes et qui du coup peut être mis en place de différentes façons. Alors qu'est-ce que c'est du coup au départ le polyuréthane? Comment on formule un polyuréthane? Pour formuler du polyuréthane, vous avez besoin d'un isocyanate. Ici, donc pour avoir une polymérisation, il vous faut forcément une molécule qu'on appelle difonctionnelle, donc avec deux groupements qui peuvent réagir et qui du coup peuvent se lier avec d'autres molécules, dont notamment un polyol. Voilà, que vous voyez de ce côté-là. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez ensemble un isocyanate et un polyol, vous créez un groupement uréthane. Si vous faites ça plusieurs fois, vous allez créer une chaîne avec plusieurs groupements uréthane intercalés par les isocyanates et les polyols que vous aurez utilisés. Donc, bien évidemment, il n'existe pas un seul type d'isocyanate et il n'existe pas un seul type de polyol. Donc, vous en avez de plusieurs types et en fonction de ce que vous allez utiliser, comme produit de départ, vous allez obtenir des matériaux qui sont très différents entre eux. Donc, je reviens un peu sur ce qui a déjà été dit jusqu'à là. On a des revêtements thermoplastiques, des résines élastomères et du polyuréthane sous forme de polymère thermodurcissable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau macromoléculaire, tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, donc j'ai essayé de faire des petits dessins. On va voir si c'est parlant ou pas. Donc, j'aurais pris en haut, vous avez la structure d'un polymère polyuréthane, un peu schématisé. Ici, vous avez trois fibres, trois chaînes de polymères polyuréthane. Alors, il faut savoir que du coup, donc dans mon schéma, les parties violettes correspondent aux isocyanates et les parties oranges aux polyols. Donc, ce que vous avez dans une chaîne polyuréthane, ce sont ce qu'on appelle des segments rigides et des segments souples. Donc, les segments rigides sont les groupements isocyanates et les liaisons uréthanes qui seront formées avec les parties polyols. Et les segments souples correspondent du coup aux polyols que vous aurez utilisés pour votre formulation.
Donc les propriétés de la matière, du coup, ils vont changer en fonction du type d'isocyanates et de polyol que vous utilisez, surtout dans ce cas, par rapport au polyol que vous utilisez. Donc plus vous allez utiliser un polyol à chaîne longue, plus les parties souples, plus les parties souples de votre chaîne seront longues, et du coup vous allez avoir un matériau qui est plutôt souple, qui peut se déformer facilement, et du coup voilà, avec des propriétés de souplesse assez importantes. Plus vous utilisez des polyols par contre à courte chaîne, plus vous allez avoir un matériau du coup rigide qui bougera moins et du coup qui sera beaucoup plus dur. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des interactions que vous pouvez avoir entre les chaînes? Donc ici, sur ce schéma, vous avez 3 chaînes de polyuréthane qui sont libres un peu de bouger comme elles veulent, plus ou moins. Dans ce cas, vous avez ce qu'on appelle des polyuréthanes thermoplastiques. Donc, vous avez quand même une certaine mobilité des chaînes. Donc, vous avez une matière que vous pouvez facilement déformer. Donc, par exemple, tout ce qui est revêtement, bon, dans ce cas spécifique, on ne sait pas trop, comme Nathalie a dit, si c'est vraiment de polyuréthane sous forme de thermoplastique ou pas, mais considérons que tout ce qui est revêtement polyuréthane, normalement, c'est sous forme de thermoplastique. Donc, après, ce qui peut se passer, c'est que quand vous utilisez un peu plus d'isocyanates, donc si vous avez un petit excès d'isocyanates au niveau de votre formulation, ce qui se passe, c'est que les groupements isocyanates, ils peuvent s'associer entre eux. Et du coup, en s'associant entre eux, ils vont créer des zones où votre matière elle va être liée. Du coup, ils vont augmenter la rigidité de votre matériau. Mais ces associations, ils vont être juste temporaires. Une fois que ces associations sont mises en place, votre polyuréthane il va se comporter comme un élastomère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que vous avez des chaînes avec des ponts de réticulation. Bon, qui ne sont pas des ponts de réticulation dans ce cas, parce que c'est juste des associations d'isocyanates, qui, ici, ils sont représentés par les petits points noirs. Et des parties, donc les parties du coup relatives à votre chaîne souple de polyol, qui seront tout autour. Et si vous appliquez une contrainte à votre matériau, ce qui va se passer, c'est que les parties souples ils vont se détendre, mais ils vont être quand même retenus par les points rigides dus aux associations d'isocyanates. Quand vous allez relâcher la contrainte, le matériau il va reprendre sa forme de départ. Donc ça, voilà, c'est un comportement élastomère. Cela dit, ces associations d'isocyanates, ils peuvent être recassées si vous augmentez par exemple la température. C'est pour ça que je vous dis que c'est des associations qui sont temporaires. Donc si vous augmentez la température, vous pouvez remodeler et redéformer votre matière polyuréthane de façon permanente parce que les chaînes de polymères ils vont être à nouveau libres de bouger et de se déplacer entre elles. Donc voilà, tout ce qui est polyuréthane élastomère, comme ici par exemple un exemple d'un bracelet de Gaetano Pesce, il se comporte de cette façon. Donc si vous augmentez la température, vous allez pouvoir redéformer et retravailler le matériau. Alors, ces interactions entre isocyanates, ils peuvent être rompues aussi via l'utilisation d'un solvant. Donc si vous rajoutez un solvant, ici représenté par un petit point rouge. Le solvant, il va se placer entre les chaînes, donc il va écarter les chaînes et il va donner à nouveau une certaine mobilité à votre système de polyuréthane.
Donc les chaînes, grâce au solvant qui va les espacer, et il va du coup effacer cette attraction interchaîne, ils sont libres de bouger entre elles, et c'est ce qu'on utilise justement quand on doit appliquer du polyuréthane sous forme d'adhésif. Et même, on peut utiliser ce type de procédé pour l'extrusion de fils de polyuréthane. Donc, ce qui va se passer après, une fois que vous avez mis en place votre matière, le solvant il va s'évaporer et vous allez retrouver du coup un matériau élastomère. Alors, qu'est-ce que ça n'est des polyuréthanes thermodurcissables? Donc, pour créer un polyuréthane thermodurcissable, il vous faut par contre créer un réseau. Donc, on ne parle plus de chaînes de polyuréthane linéaires, mais on parle de la création d'un réseau tridimensionnel. Donc, pour faire cela, vous pouvez utiliser des isocyanates avec une fonctionnalité qui est supérieure à 2. Donc, par exemple, des triisocyanates, et toujours en association avec des polyols. Donc, ce que vous allez obtenir si vous utilisez un triisocyanate, c'est du coup un réseau polymérique beaucoup plus complexe qui va être du coup beaucoup plus rigide qu'une chaîne polymérique linéaire. Donc, le groupement uréthane et l'isocyanate, ils vont continuer à être la partie rigide, et le polyol restera la partie souple. Mais en étant sous forme de deux réseaux complexes, vous pouvez bien imaginer que votre structure sera beaucoup plus rigide. Les polyuréthanes thermodurcissables, ce qu'ils ont à faveur des polyuréthanes des élastomères, c'est qu'ils ont vraiment des très bonnes propriétés mécaniques, une très bonne résistance à la déchirure, à l'abrasion, à la traction, etc. Donc après, ce qu'on peut faire aussi avec les monomères de départ des polyuréthanes, c'est qu'on peut faire réagir l'isocyanate avec de l'eau. Et ça, c'est une réaction très, très intéressante parce que ce qui se passe quand vous faites réagir un isocyanate avec de l'eau, c'est que vous allez produire une amine et du gaz carbonique. Donc, du gaz carbonique, ça veut dire du gaz à l'intérieur de votre matière. Donc, ça veut dire création de bulles. Quand vous créez des bulles sur une matière qui au départ est liquide, ce qui va se passer, du coup, c'est que vous l'expansez et vous créez des mousses. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer des mousses de polyuréthane en rajoutant de l'eau à la formulation de base de votre polyuréthane. Alors, autre chose intéressante de cette réaction, c'est qu'une fois que vous avez formé une amine, cette amine, elle va pouvoir réagir avec le reste de l'isocyanate que vous avez de libre et va créer il va créer un groupement urée qui va redonner de la rigidité à votre système. Comme l'uréthane est un groupement rigide, le groupement urée est lui aussi un groupement rigide. Après, en fonction de la quantité d'eau que vous allez mettre au niveau de la formulation de départ, vous allez créer du coup plus ou moins de gaz carbonique. Donc, vous pouvez obtenir des mousses de densités différentes, de densités variables. Au niveau des mousses aussi, comme on l'a vu déjà précédemment, vous avez des mousses à cellules ouvertes, qui normalement sont des mousses souples, et vous avez des mousses à cellules fermées, qui généralement sont des mousses rigides. Donc voilà, ici on revoit un peu tous les cas de figure de l'utilisation des mousses de polyuréthane, mais je ne m'attarde pas parce qu'on a déjà vu pas mal. Alors ici, juste un petit peu de formule pour savoir quelles sont les options qu'on a au niveau des isocyanates. Donc, vous en avez de différents types. Vous avez surtout les plus utilisés, c'est les aromatiques. Donc, ce que vous avez sur la partie haute.
surtout le 2,4 et le 2,6 TDI qui sont très utilisés pour tout ce qui est mousse de polyuréthane souple. Et vous avez le 4,4 MDI qui est utilisé principalement pour les mousses de polyuréthane rigide. Très important à souligner, c'est que ces isocyanates, les aromatiques comme les aliphatiques, comme l'HDI, sont des produits qui sont très toxiques. Le plus toxique est l'aliphatique. Et du coup, il faut quand même faire attention au niveau de la production de cette matière, à ne pas trop s'exposer à des vapeurs possibles d'isocyanates qui n'auraient pas réagi complètement au moment de la formulation. Oui, donc, comme je vous disais, l'HDI, donc l'isocyanate aliphatique, est lui très stable par contre pour tout ce qui est dégradation par photoxydation, et du coup on le privilégie dans le cadre de mousses qui doivent avoir une très bonne tenue à la lumière. Pour les polyols, on a deux grandes familles de polyols qu'on peut utiliser pour les polyuréthanes, donc les polyéthers et les polyesters. Au niveau des polyéthers, ici je vous ai mis trois exemples. La chose importante à retenir, c'est qu'en fonction du polyéther que vous allez utiliser, vous avez différents groupements hydroxyles qui peuvent réagir. Et du coup, la quantité de groupements hydroxyles que vous avez sur votre polyéther correspond à la fonctionnalité de la molécule et du coup à la possibilité de votre molécule de réticuler et de créer des liaisons avec du coup, des isocyanates, voire d'autres produits. Pour les polyesters, ce qu'on utilise principalement, c'est tout ce qui est adipate d'ester. Bien évidemment, les différents types de polyols que vous allez utiliser, ils vont avoir une influence par rapport à la longueur, donc à la taille des polyols que vous allez employer et justement, comme je vous disais, à leur fonctionnalité. Sinon, autre chose à dire d'important, c'est qu'on différencie surtout ces deux types de familles de polyols par rapport à leur résistance à la dégradation. Les polyéthers, ils sont plutôt résistants à toutes conditions humides, mais beaucoup moins au phénomène de photoxydation. Et les polyesters, par contre, eux, ils sont résistants à la lumière, mais très sensibles à l'hydrolyse. Bien évidemment, comme le polyuréthane, c'est un polymère synthétique, ce n'est pas juste une chaîne polymérique tout court, mais on y ajoute souvent beaucoup d'additifs qu'on voit après au niveau de la dégradation, comme produit de dégradation souvent. Et donc vous avez tout ce qui est allongeur de chaîne, dont beaucoup d'amines qui permettent du coup l'extension de la chaîne et aussi des réticulations. Vous avez des catalyseurs qui peuvent être employés pour accélérer ou ralentir les réactions de synthèse. Et comme d'autres polymères, les colorants, des retardateurs de flamme, des agents moussants, parce qu'il n'y a pas que l'eau qui peut être utilisée aussi pour l'expansion du polyuréthane. Vous pouvez utiliser d'autres types de gaz que vous allez rajouter pour créer cette expansion. Et des plastifiants pour accroître la souplesse de votre polymère, ou des charges pour lui donner une tenue supérieure. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus dans le détail la dégradation de ce matériau. Donc principalement, vous avez trois facteurs de dégradation qui peuvent avoir une influence sur le polyuréthane. Donc la photoxydation, l'oxydation thermique et tout ce qui est conditions atmosphériques, mais principalement l'humidité et aussi les polluants.
Une fois que les objets sont dégradés ou partiellement dégradés, bien évidemment, leur état de conservation est aggravé par la présence de contraintes mécaniques qui pourraient être appliquées à la structure de polyuréthane. Et ça, notamment pour tout objet de design et fauteuil, pour les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, c'est des mousses qui sont du coup déjà partiellement dégradées. Et le fait d'avoir une contrainte appliquée, ça ne va pas améliorer leur situation. Les polyuréthanes les plus sensibles et qui posent du coup le plus de problèmes au niveau de la conservation sont les polyuréthanes sous forme de mousse. Et surtout ceux sous forme de mousse à cellules ouvertes. Parce que dans ce cas, vous avez une très forte surface spécifique pour une unité de volume de polyuréthane. Donc, si on essaye de comptabiliser un petit peu cela, vous avez 3% de matière polyuréthane et 97% d'air. Donc ça veut dire que l'air il rentre à l'intérieur de votre structure, donc amène tout ce qui peut être polluant, mais humidité, et du coup tout cela va interagir avec le polyuréthane à corps de votre matière. Et du coup, ce qu'on voit justement sur les mousses de polyuréthane, on voit qu'il y a certaines dégradations qui apparaissent quand même assez rapidement au bout de 20-30 ans de vie d'un objet. Alors, comment la photoxydation agit sur ces polymères? Donc, la lumière et l'oxygène ont un effet principalement sur 3 parties du polyuréthane. Donc, sur les parties, sur les fonctions éthères. Donc, si vous utilisez des polyols à base éther, sur les fonctions polyuréthane et sur tout ce qui est isocyanate aromatique. Alors, quand vous avez une action de la part de la lumière et l'oxygène sur les isocyanates aromatiques, ce que vous allez obtenir après une série de réactions, c'est des produits qui sont des quinones. Dans ce cas spécifique, vous allez, pour la dégradation du 4,4-MDI, vous allez obtenir des quinonimides et de la diquinonimide, qui sont des produits qui sont colorés. Et donc, c'est ce produit-là qui vont être responsables de la coloration jaune du polyuréthane éther, surtout, au cours de la photoxydation. Et c'est des produits aussi que, donc plus vous oxydez votre polyuréthane, plus la coloration il va se foncer. Donc c'est pour ça qu'au départ, quand vous avez une mousse qui est exposée à la lumière, elle commence à prendre une teinte jaune. Et après, au fur et à mesure, cette teinte il va se foncer, il va devenir orangé, voire marron, si vraiment la mousse est très, très dégradée. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc après, la photoxydation peut avoir lieu aussi sur le groupement uréthane. Et dans ce cas, ce que vous allez avoir, c'est des coupures de chaîne au niveau justement des liaisons uréthanes. Et dernier cas de figure, vous pouvez avoir de l'oxydation qui va s'y prendre à tous les groupements éthers. Donc, dans ce cas, vous avez une dégradation par voie radicalaire. Donc, je vous en passe les détails. Et ce que vous obtenez à la fin, c'est surtout des formates et des aldéhydes avec d'autres radicaux qui peuvent continuer à réagir par ailleurs. Et ici aussi, ce que vous obtenez, du coup, c'est des coupures de chaîne. Donc, la photoxydation, qu'est-ce qui va vous provoquer? Va vous donner, du coup, l'apparition d'une coloration qui n'est pas forcément liée à la perte des propriétés mécaniques de votre matériau, parce que vous avez juste l'apparition d'une coloration sans modification de la chaîne polymérique. Mais après, par contre, quand vous allez vous attaquer au groupement éther et uréthane, là, vous avez vraiment coupure de chaîne et du coup, dégradation mécanique de votre matière.
Alors, si vous voulez avoir un matériau qui est résistant à la photoxydation, du coup, vous ne choisirez pas un polyuréthane à base de polyéther, mais plutôt un polyuréthane à base de polyester. Le polyester, par contre, lui, il va être très sensible à l'humidité. Alors, quels sont les groupements qui sont sensibles à l'humidité? Donc, c'est tout ce qui est groupement ester, les groupements urée et le groupement uréthane aussi. Alors, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'eau, la présence d'eau, il va agir sur certaines liaisons. Pour tout ce qui est partie polyol, donc à base d'ester, vous allez du coup retrouver l'acide et l'alcool qui sont à la base de la formulation de votre polyol. Pour l'urée et l'uréthane, vous allez obtenir des carbamates avec des groupements alcool et des amines. Et donc, alors ici, je vous fais l'exemple du polyester, du polyol polyester, parce que c'est vraiment celui qui est le plus sensible à l'hydrolyse et qu'on retrouve beaucoup dans les collections comme produit de dégradation. Donc, l'hydrolyse d'un polyol polyester, souvent, ce qui donne comme produit de dégradation, c'est de l'acide adipique. Donc ici, vous voyez la molécule d'acide adipique. Et ce qui se passe, du coup, c'est que vous produisez cette molécule qui va migrer souvent à la surface de votre matériau et qui va cristalliser sous forme de petits cristaux blancs à la surface du polyuréthane. Et donc ici, c'est une image en microscopie électronique où on voit vraiment l'apparition de petits cristaux d'acide adipique à la surface de la mousse. Et alors, une chose importante de l'hydrolyse, c'est que pendant l'hydrolyse, ce que vous allez former, du coup, c'est beaucoup de groupements acides. Et ces groupements acides, ils vont accélérer la dégradation par la suite. Et du coup, voilà, vous allez avoir un effet catalytique de la dégradation de polyuréthane par hydrolyse. Et ce que vous allez obtenir sur une mousse, par exemple, de polyuréthane ester, c'est une complète perte des propriétés mécaniques parce que vous aurez cassé très rapidement les chaînes polymériques qui donnent la structure au polyuréthane. Alors, je reviens du coup sur les problèmes de migration et d'interaction de matériaux qui ont été soulevés. Donc, à part justement les facteurs de dégradation principaux, qui peut se passer, c'est que du coup, les petites molécules qui sont formées au cours de la dégradation, voire les additifs qui sont à l'intérieur du polyuréthane, avec le temps, ils peuvent remonter à la surface et du coup, vous créez des dépôts de produits de dégradation à la surface de vos objets. Donc, on a parlé aussi justement d'interaction avec l'outil VEC. Moi, je voulais souligner une très forte possible interaction avec tout ce qui est polystyrène expansé. Donc faites très attention parce que dans certains cas, dans des collections, à la Bibliothèque nationale par exemple, on a des objets qui sont conservés toujours dans leur boîte avec du polystyrène expansé. Et qu'en présence de polyuréthane, voire de PVC aussi, vous avez des fortes migrations de plastifiants qui vont vers ce polystyrène. Et du coup, voilà, des surfaces qui collent et qui deviennent poisseuses et des interactions, du coup, des collages qui se forment et qui sont très difficiles à enlever par la suite. Donc, juste une petite diapo pour terminer sur la problématique des mousses. Donc pour résumer un petit peu, au niveau des mousses de polyuréthane, dans les collections, du coup, vous avez vraiment deux types de mousses, les mousses de polyuréthane éther, les mousses de polyuréthane ester. Donc les deux, ils sont problématiques à conserver, d'où à l'autre, alors vraiment structure alvéolaire. Les mousses de polyuréthane éther, ils sont plutôt sensibles du coup à des phénomènes de photoxydation. Les mousses de polyuréthane ester, plutôt sensibles à l'humidité et à des phénomènes d'hydrolyse.
Alors, une des différences assez importantes, c'est que par contre, les mousses de polyuréthane éther, comme ils sont sensibles plutôt à la lumière, ils vont se dégrader au départ. La dégradation va partir par la surface et après pénétrer petit à petit à l'intérieur de votre matériau, alors que les mousses de polyuréthane ester, elles vont se dégrader à cœur, surtout celles à cellules ouvertes, dès le départ. Donc, au final, pour conclure sur cette présentation, vous pouvez trouver du polyuréthane sous différentes formes, donc comme revêtement thermoplastique, comme élastomère, sous forme de fibres textiles, comme adhésif prêt à l'emploi, comme résine thermodurcissable et comme matériau alvéolaire. Donc, tous ces matériaux, ils vont trouver le moyen de se dégrader, quoi que vous fassiez. Et du coup, j'invite vraiment tous les gens présents ici à se mobiliser pour une correcte conservation de notre patrimoine en polyuréthane. C'est fini.